Allez-y. Je vais me donner parce que vous avez dit sur la fin, la prospective, c'est quand même essayer d'anticiper le futur. Ça va enfin, j'imagine, merci d'anticipation. Et du coup, pourquoi ne pas se baser sur les côtés probables pour en tirer des. Pourquoi travailler sur la prospective? Le monde ne va pas arriver dans un vie, dans un. En fait, je comprends pas trop. Alors, oui, on n'est pas en train de dire ça ne va pas arriver. On est en train de dire, en fait, on n'a aucun moyen. On ne peut pas prédire. On peut prolonger des courbes, on peut dire, bon, la démographie, on voit, on arrive à faire porter des choses à certaines différences. L'évolution du carbone dans l'atmosphère, on peut projeter des choses. Et puis, il y a énormément d'incertitudes politiques, structurelles, enfin, qu'on voit bien, c'est quand même difficile de prévoir ce qui va se passer à horizon 5-10 ans. Et donc, nous, on essaye plutôt de donner un cap à la collectivité qui missionne, mais en gardant en tête que, en fait, ce n'est pas dans un horizon purement déterministe qu'on pourrait connaître à l'avance l'avenir. Donc, bien sûr, quand on a des tendances sur lesquelles on peut s'appuyer, typiquement, la démographie en fait partie, encore. Si demain, là, il y a un peu de démographie, entre guillemets, du fait du moteur économique de la Suisse, si demain, pour une raison ou pour une autre, la Suisse décide de fermer ses frontières ou le modèle économique de la Suisse s'effondre, donc peut-être que ça va complètement rebattre les cartes démographiques, de pression foncière, tous ces éléments-là, en fait, ça reste incertain. Et puis en prospective, en fait, il y a deux formes d'analyse. Il y a le forecasting et le backcasting en termes anglais. Donc c'est est-ce qu'on fait une prospective en fait où on prolonge les courbes de l'actualité, et donc ça on peut faire en effet sur 5-10 ans, et on arrive à avoir des perspectives qui sont à peu près fiables pour prédire l'avenir, si tant est que ça ait un sens. Et après, le backcasting, ça va être plutôt, on aimerait que le futur soit d'une certaine manière, et on essaye d'imaginer toutes les étapes qui pourraient nous amener à ce futur. Les démarches qu'on vous a montrées là, c'est des démarches plutôt de backcasting. C'est-à-dire on part d'un imaginaire local qu'on aimerait voir advenir, et on essaye de réfléchir à comment on pourrait y arriver. Mais par contre, force est de constater qu'en produisant des imaginaires pour porter en fait toute la communauté qui est ici, notre but de ça, c'est que quelque part, ça serve de support à ce qu'une autre vision de l'avenir soit possible. La force est de constater que déjà, nous, on est emprisonnés quelque part dans nos propres structures de représentation, et de l'autre, c'est pas parce qu'on produit ces images que la société va nous suivre. C'est-à-dire qu'elles ont un rôle agentif, ces images. Elles participent du débat public, mais elles sont pas forcément, comme le disait Edouard tout à l'heure, elles sont moins là pour en fait dire l'avenir que de susciter le débat en fait, pour que peut-être cet avenir arrive. Donc on est plus dans une action sur l'avenir que dans une prédiction de l'avenir. Oui. En fait, il y a Joe qui lève la main et tu ne vois pas la main. Merci beaucoup. J'ai un très grand merci. C'est un commentaire qui est question. Un commentaire, j'ai trouvé ça d'autant plus intéressant que, effectivement, qu'on fasse sur l'IA ou le numérique ou habituellement faire la prospective, c'est de plus en plus problématique, notamment dans un contexte où la plupart des planétaires du passé, a priori, même dans un contexte de crise, donc le probable, ça ne veut plus rien dire. Et ça veut de moins en moins dire quelque chose que le plus probable. Donc, l'effort d'ouvrir les possibles et de ne pas se contenter du plus probable, c'est important. Et collègue en design de production qui me parlait de ça, d'ouvrir le code des possibles, d'explorer le reste du possible, et pour notre travail, ça serait vraiment d'accord. Ça a beaucoup de valeur pour ça. Des questions. C'était, premièrement, est-ce que la méthode est disponible? Parce que les résultats avec le principe qui sont disponibles, est-ce que la méthode là, est dispo quelque part dans ces rapports? Et les deux questions plus sur le fond, du coup, c'est est-ce que dans ce travail, vous avez fait différents choix de est-ce que vous avez en place une forme de participation justement pour classer ce qui est du commanditaire et du concepteur? Et la dernière, c'est justement sur ces questions utopiques, qu'est-ce qui vous aide justement à faire ces pas de côté, à aller chercher autre chose que le plus probable? Peut-être sur la méthode, peut-être. Alors, ça dépend, parce qu'il y a, là, ce que vous avez vu, il y a plusieurs méthodologies, parce qu'il y a plusieurs travaux qui se suivent, certains opérationnels, certains recherches.
Pour ce qui est de la recherche, on publie régulièrement ce qu'on fait. Donc là, par exemple, la dernière partie d'analyse sur l'analyse critique de nos images, elle est en cours de deuxième reviewing, donc normalement, elle devrait être publiée sous peu, dans une version anglaise, mais je mettrai, je pense, une version française une fois que la version anglaise sera publiée, je la mettrai en open source. Et sinon, les autres travaux de recherche qu'on a pu faire avant, oui, clairement, on a toujours une méthodologie qui est mise en œuvre. Et peut-être sur l'aspect comment on ouvre, alors je laisserai Grégoire répondre sur la partie opérationnelle. En recherche, nous, par exemple, on a mené un autre travail sur ce qu'on a appelé la face arrière des métropoles post-carbone, dans lequel il y avait aussi des questionnements sur la tech. Pourquoi on a pris face arrière des métropoles? C'est parce qu'on s'était dit que justement la prospective urbaine a tendance à toujours montrer ce qu'on a appelé la face avant, c'est-à-dire des rues avec, alors si vous prenez vraiment le classique, c'est une rue avec, normalement, il y a un véhicule électrique autonome, plus un drone qui se balade, des gens heureux qui mangent des tartes au thé. Alors ça peut passer. Et on s'est dit, en fait, personne ne s'occupe des stations d'épuration, des parkings souterrains, comment dire, des camps de migrants, je sais pas, des choses qui sont, qui existent dans nos métropoles, qui les font vivre, qui sont nécessaires à la cohésion sociale et dont personne ne s'occupe. Et donc, on a essayé, par exemple, de faire un pas de côté là-dessus. Et pour aussi, alors on a aussi produit des images de prospective qui, elles aussi, sont tombées dans un certain nombre de travers, mais qu'on a réussi, pour partie, comme un peu à sortir du cadre initial qu'on s'était donné, parce qu'on est allé chercher des étudiants de DSA et de diplômes en architecture ou en design ou en écologie qui sont venus nous aider dans des grands workshops et on les a fait débattre avec des professionnels d'un certain nombre de cas d'études qu'on leur a donné. Donc ce dialogue entre professionnels et étudiants a été assez fécond. Après, comme vous savez, on manque toujours de temps. Le processus que je viens de vous montrer de négociation et donc aussi de recadrage par l'illustrateur a aussi eu aussi conséquence là-dessus. Donc, c'est un travail en cours, en fait. Nous, on est vraiment là en train de vous montrer un truc où on est en train d'essayer de décadrer. On parlait de processus d'encastrement ce matin avec Pauline. Ben, voilà, on essaie de désencastrer nos images et c'est difficile. Oui, juste très rapidement sur la méthodologie. Donc le petit livret de synthèse qui est en train de circuler, ça il est disponible sur notre site. Il revient un petit peu sur la méthode. Je ne détaille pas tout, mais c'est un peu. Je l'avais présenté aussi dans un colloque allemand, enfin, où j'avais fait un petit article pour présenter la méthode, comme ça je pourrais le partager si ça vous intéresse. Sur la participation pour le cas d'Annecy, on avait fait des ateliers avec les techniciens de l'agglomération, avec les élus. Et on avait fait des entretiens aussi avec des habitants, mais l'aglo nous avait demandé explicitement de ne pas prévoir de participation des habitants parce qu'ils étaient sursollicités sur plein de démarches prospectives. Donc ils trouvaient que ça risquait d'être un peu contre-productif et de perdre un peu les gens entre les démarches lancées par la ville, par l'aglo, c'était un peu complexe. Mais bon, du coup, c'est quand même c'est dommage. Et sur quelle source d'inspiration trouver des. Moi, je trouve que la fiction est toujours intéressante, la science-fiction, des fictions thématiques, par exemple, pour justement s'ouvrir à votre imaginaire, à votre culture, à votre prix, perspective sur le futur, c'est intéressant. Moi, je pense que ça passe aussi par la réintégration de certains vocables. On sait parmi je ne vais pas lister, mais parmi les financeurs de ces études, il y a eu des gens avec lesquels on n'a pas forcément été en accord, et notamment tout ça. On ne pouvait pas utiliser néolibéralisme, on ne pouvait pas utiliser capitalisme, on ne pouvait pas décrire le monde tel qu'il est. Et en fait, je pense que ça passe par le fait aussi de réintroduire des mots. C'est-à-dire qu'il faut qu'à un moment, dans nos images, dans les discours, dans les récits que l'on construit, réintroduire des mots qui permettent de faire aussi ces bifurcations. Et c'est aussi une chose sur laquelle on travaille. J'aimerais savoir sur l'étude du client ici, comment s'est passé le travail avec le grand site et est-ce qu'il y a eu une formalisation des besoins précis, des allers-retours sur des besoins, est-ce qu'ils ont sur ce qu'ils voulaient vraiment concrètement, ou ce qu'ils voulaient pour la ville en termes d'objectifs de vie, parce qu'après, voilà, c'est construit dans un objectif de communauté, mais comment, concrètement, sur quoi vous êtes appuyé en termes de besoins? C'est vous qui l'avez proposé ou est-ce que c'est eux? Est-ce qu'il y a eu des allers-retours? C'était plutôt des allers-retours. Disons qu'on a eu des entretiens avec les élus, avec les services techniques, déjà qui leur ont permis de nous partager leur vision de leur vie. Ces entretiens avec certains habitants
diversité de profils sociaux pour essayer d'avoir une représentativité sur un petit échantillon de profils divers. Et puis, on avait aussi un aller-retour entre finalement une des feuilles de route qui nous avait été transmise, c'est le projet de PADD, Projet d'aménagement et de développement voilà, ce qu'ils étaient en train de refaire, leur PLUIHMB. Et dans ce cadre-là, en fait, ils avaient déjà défini leurs objectifs prioritaires qu'ils nous transmis. Et en retour, notre travail visait à nourrir en fait la reformulation de leur PLU pour que ce travail qui reste théorique et prospectif puisse nourrir le travail réglementaire qu'ils étaient en train de mettre en place pour cadrer l'aménagement sur les 10-20 prochaines années. Donc il y a eu des allers-retours comme ça entre eux, ce qu'ils avaient déjà défini comme objectif, et nous, ce qu'on pouvait apporter comme idée. Et finalement, ils vont faire quoi, en fait? Alors, une bonne question, c'est là qui touche aussi au niveau de l'exercice, c'est qu'on voit que selon des fois, c'est des questions d'interlocuteurs, de politique qu'on en face. On a des élus qui ont été très sensibles à ce qu'on présentait. On a d'autres, la présidente, pour ne pas la citer, qui étaient moins sensibles, ce qui peut être un frein quand même assez important. Donc, il y a des choses, voilà, en fait, on sait qu'il y a des choses qui vont sans doute infuser via aussi les techniciens qui travaillent sur les documents de planification. On sait qu'il y a des choses qui étaient déjà un peu en cours et auxquelles faisaient écho des choses sur lesquelles on travaillait, comme la densification des zones d'activité pour réduire l'artificialisation des terres agricoles, les réflexions portées sur l'autoroute. En fait, il y avait certaines réflexions qu'ils avaient déjà, donc on peut dire peut-être qu'avoir mis des images dessus, ça peut aussi les aider à formaliser. Mais voilà, c'est aussi parfois la frustration, c'est prospective, c'est que on rend un travail un peu comme ça en chambre, parfois un peu déconnecté quand même du terrain et des besoins des habitants. Et la concrétisation, le passage de l'opérationnel, il est plus compliqué. Moi, ce que j'aurais bien aimé sur ce type d'études, je crois que c'est très important de garder une vision systémique et de garder la complexité des enjeux. Et je pense que ce qui nous a manqué et qui n'était pas commandé à la fin, c'est à partir de cette vision systémique d'être capable de resiloter et de dire, bon, si vous voulez tendre vers cet horizon, la politique de mobilité, ce serait ça, enfin, le rediviser en fait par direction, parce que c'est comme ça que fonctionne une collectivité aujourd'hui, et de dire quelles sont les compétences de qui, qu'est-ce qui relève de qui, parce que sinon les gens sont un peu désemparés face à une image globale en disant bon, ben, moi j'ai pas du tout les moyens d'action pour faire comme ça, alors en fait, à la fin il s'agit de coordonner les acteurs. Oui, et puis après, il y a la planification aussi dans le temps pour arriver à cette transformation. La planification, aussi les chiffrages financièrement, qu'est-ce que ça pourrait dire pour une collectivité. Les indicateurs pour vérifier que ça a bien fonctionné. Sans pour une dernière question. Dans le cadre de mon travail avec un territoire pour générer l'action collective, mon dispositif, ça a été un dispositif de création de scénarios de futurs possibles. Et en fait, il y a une image, finalement, ce qui ressort tout fortement, c'est des images non désirables. L'idée étant de confronter ces images à travers les prototypes, si le design est spéculatif incarné dans des objets, et de faire réagir les gens sur des objets qui seraient représentatifs de futurs possibles. Du coup, je me pose la question, je trouve ça compliqué dans une démarche avec un ordre, mais de la place des images non désirables, en fait. Parce que dans la question du backcasting, il y a la question de où est-ce qu'on ne veut pas aller, et donc là, dans l'idée d'un territoire qui prendrait des décisions futures, c'est des images du futur qui sont belles, c'est génial, mais du coup, c'est quoi aussi la contrepartie finalement, si on ne prend pas des décisions aujourd'hui, et où est-ce que ça nous amène? Je ne sais pas si ça fait le cas d'études aussi dans les travaux. C'est très compliqué la question de la dystopie. Moi, j'avais un effet perspective. Moi-même avec des scénarios, des effets et cette question de provoquer aussi une unité durable, créer une forme de réaction par rapport à des tendances qui ne sont pas. C'est pas une idée cristal, mais bon. C'était assez difficile en 2025 de présenter des images qui n'ont pas un minimum de positivité. Parce que la société est très crispée. Donc, en fait, on a très, très vite des procès voilà, on doit être trop alarmiste, voilà, ou alors vous plombez l'ambiance. Et c'est ça le problème, c'est que si on appliquait brutalement
la prolongation d'un certain nombre de cours et qu'on se disait et qu'on était peu confiant dans l'idée que la société puisse changer de manière démocratique ce qui est en train de se passer, oui, on pourrait aller assez loin et je pense qu'on aurait des idées avec Grégoire pour vous dessiner des trucs qui seraient assez glauques. Mais la question, c'est ensuite à qui sont destinées ces images parce que vous avez un public que si vous l'inquiétez, enfin, les gens sont, je pense qu'il y a déjà pas mal d'éco-anxiété dans la société. Je pense qu'en fait, les gens sont déjà pas mal, en fait, pour beaucoup d'entre eux, soit en accord avec ça et donc éco-anxieux, soit en désaccord et donc en rejet. Et puis derrière, vous avez un certain nombre de décideurs qui sont dans une forme de déni ou de positivisme technosolutionniste qui fait que non plus ça ne fonctionne pas. Et donc en fait, je ne peux pas vous dire qu'on ne va pas en faire, mais par contre, ce que je ne sais pas mesurer à l'heure où je parle, c'est la gentilité de ça. Pour le moment, ce qui est bien des images alors positif, mais dans lequel il y a tout un tas de petits trucs critiques sur lesquels on aurait pu mettre l'accent, parce qu'on s'amuse. Moi, par exemple, sur les images prospectives, il y a un moment, il y a des gens qui manifestent dans la rue en 2050, et on pourrait dire, bah, si tout va bien, pourquoi? Ben non, parce qu'en fait, une démocratie qui va bien, il y a des gens qui manifestent. Bon, voilà. Mais ces genre de petites tailles-là, on les place, et puis ensuite, on y fait référence, et on essaye de capter l'attention d'un certain nombre de personnes quand on est invité à des conférences ou à des événements. Mais on les cache un peu, ils sont voilà, subtils, mais ça permet quand même de faire passer un message, de tisser des liens. Je ne peux pas vous dire que c'est parfait comme manière de faire, mais au moins ça mérite de faire communauté. Je ne sais pas si on est arrivé ici avec des trucs absolument désespérants. Je ne sais pas dans quel état serait repartie la salle. Mais on peut, si vous voulez qu'on vous fasse l'analyse critique de pourquoi le monde ne deviendra jamais low-tech, je vous fais ça là si vous voulez en 5 minutes, mais ça ne va pas être très drôle. Quoi. Donc c'est pas, c'est un. Mais j'entends la critique. Ouais. Qui vont concevoir des objets. Du coup, je ne suis pas. Moi, je n'ai pas fait de travail de prospective, je leur ai pas donné des comptes potentiels. L'idée, c'était qu'eux-mêmes fassent leur propre projection. Ouais. Ils sont plus ou moins proches du réel, mais je ne suis pas détentrice. Et qu'ils le partagent. Et je me dis, du coup, il y aura un partage. La vision négative qu'ils auront ne peut. Alors, elle sera peut-être plus forte pour certains que pour d'autres, mais sera peut-être partagée par les autres et créera un écho qui amènera effectivement une forme d'interrogation. Il y a un peu ce je comprends bien, effectivement, dans le cadre d'un acteur extérieur, effectivement, j'ai faire ça du début avec cette idée que ça peut être problématique. Et juste, parce que étant pareil enseignant-chercheur, je vois avec les étudiants, ceux qui sont les plus anxieux, en fait, n'arrivent plus à soulever un crayon. En fait, quand ils sont trop conscients de tout ce qui va se passer et que vous leur matraquez la tête avec des chiffres en fait, ils s'arrêtent de penser. Donc, il y a aussi une part je pense, faut garder une certaine flamme. Et ce qui est beau, je pense, de la pensée au texte, c'est qu'elle est porteuse d'un certain nombre de solutions concrètes, faciles à mettre en œuvre, et qui, je pense, permettent aux gens de garder une certaine forme d'emprise sur le monde. Merci beaucoup. Merci.